j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont déjà connectées. Merci d'être présent pour ce quatrième webinaire AICA préalable à notre école d'été. Webinaires qui sont sur les thématiques liées aux objectifs de développement durable et à l'interdisciplinarité. Merci beaucoup, Eric, d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire. Je vais vous laisser la parole du coup dans un instant pour nous parler des enjeux contemporains de la ressource en eau. Donc, Eric, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais donc vous êtes directeur de recherche à l'IRD et directeur du Centre international UNESCO sur l'eau et hydrologue de formation basé à l'Université de Montpellier. Euh, et donc, on a hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire du coup sur les enjeux de la ressource en eau qui, je suis sûr, intéressera beaucoup de nos participants. Donc, je vous laisse la parole et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci beaucoup. Ben, bonjour, bonjour à tout le monde. Donc voilà, effectivement, je suis Eric Servat, directeur de recherche à l'IRD et prof associé à l'Université de Montpellier. Puis je suis le directeur du Centre international UNESCO IC Reward, qui est situé à Montpellier. Et avant de commencer, je vais prendre juste 2 minutes pour vous expliquer ce que c'est qu'un centre de cette nature-là, parce que c'est pas un objet si fréquent dans le paysage. Vous voyez que là, il y a un terme qui est important pour nous, c'est le terme interdisciplinary. Donc, nous avons construit notre projet de centre UNESCO sur la base de l'interdisciplinarité. Et donc aujourd'hui, c'est une structure qui, à Montpellier, rassemble 18 laboratoires de recherche. Vous avez la liste là, et qui est soutenue par 13, je dirais au-delà de l'UNESCO lui-même, bien évidemment, et qui est soutenu par 13 institutions partenaires, des universités, des écoles d'ingénieurs et puis des organismes nationaux de recherche comme l'IRD ou comme le CNRS par exemple. Et voilà, donc ça représente euh, entre 480 et 500 scientifiques à Montpellier dans le domaine des sciences de l'eau et selon les années entre 180 et 200 doctorants soit directement à Montpellier dans nos laboratoires, soit dans les laboratoires partenaires, notamment partenaires des pays du Sud avec lesquels nous travaillons. Euh, j'ai parlé d'interdisciplinarité tout à l'heure, et vous avez ici toute je dirais la gamme des compétences, des domaines de recherche, des chercheurs, des scientifiques qui sont membres des unités qui constituent le Centre international UNESCO de Montpellier. Et puis juste une dernière carte, voilà. Vous avez ici le type d'action que nous menons, et puis donc cette dimension internationale qui est extrêmement importante pour nous, qui mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut savoir que lorsque l'UNESCO a créé le centre de Montpellier, nous a demandé de mettre l'accent sur trois choses. D'abord, le monde de la francophonie. Ensuite, le bassin méditerranéen et puis tout ce qui relève du continent africain. Et donc, nous essayons de développer sous toutes les formes possibles des partenariats, des collaborations avec principalement, mais pas exclusivement, mais principalement des structures du bassin méditerranéen et du continent africain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le Centre international UNESCO de Montpellier que j'ai l'honneur de diriger. Et je vais revenir donc à ce qui nous a rassemblés, pardon, aujourd'hui, c'est la question de la ressource en eau et le fait que il faut en avoir une vision qui soit une vision globale. Et si on ne regarde pas les choses à travers ce prisme-là, on va rater beaucoup de choses. Alors, d'abord, il faut se souvenir d'une chose, c'est que la question de la ressource en eau est un sujet qui est un sujet ancien, parce que parfois on a l'impression que beaucoup de nos concitoyens, nos compatriotes, beaucoup même parfois de nos décideurs, redécouvrent un sujet ou découvrent un sujet, celui des ressources en eau. Et alors, vous me direz, ça dépend des pays, parce qu'il y a quand même des pays dans lesquels c'est une problématique qui ne s'est jamais, comment dire, qui a jamais pu être occultée compte tenu de son importance. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où finalement on redécouvre la question de la ressource en eau. Et il faut pourtant se souvenir que c'est un sujet qui est un sujet ancien,
l'humanité s'est toujours construite autour de l'eau. Et comme vous pouvez le voir ici, par exemple, on trouve sur le bassin méditerranéen des ruines de barrages qui datent du tout début du 1er siècle. Et donc on comprend l'ancienneté du sujet et on peut donc raisonnablement s'étonner quand certains semblent en découvrir l'importance aujourd'hui. Alors, euh, je voudrais revenir pas tant sur ce qu'avait dit Madame Azoulay lors de sa prise de fonction. Elle vient de quitter la direction générale de l'UNESCO. Elle a été remplacée par un nouveau directeur général qui est de nationalité égyptienne. Euh, mais je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Matsuura. Monsieur Matsuura, lui, il était directeur général de l'UNESCO au début de ce siècle. Et en fait, il disait, en dépit de l'importance de l'eau au regard de tous les aspects de la vie humaine, le secteur est affecté par un manque chronique de soutien politique, par une gouvernance inadaptée et par un important sous-investissement. Il a également souligné dans sa déclaration à l'époque l'urgence d'un plan d'action si l'on souhaite éviter une crise mondiale de l'eau. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ces propos qui ont été tenus il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, eh bien, finalement, dans de très nombreux endroits dans le monde, on pourrait les reprendre exactement de la même manière. On constate régulièrement un manque chronique de soutien politique au regard de l'eau, des politiques de l'eau qu'il conviendrait de mettre en œuvre, une gouvernance qui est fréquemment inadaptée parce que elle est soit complètement déconnectée, technocratique, ou alors complètement inexistante. Euh, et puis un important sous-investissement. L'eau nécessite des investissements qui sont des investissements importants. Vous savez, on fait circuler l'eau souvent dans des canalisations, ne serait-ce que ce genre de chantier, c'est particulièrement coûteux et donc c'est quelque chose d'important en matière de financement nécessaire. Il faut pouvoir traiter l'eau avant de la distribuer, il faut pouvoir aller la chercher, il faut l'amener, il faut la traiter après l'avoir utilisée. Et donc, c'est un secteur qui nécessite des investissements importants et on constate souvent que ce qui est dédié à l'eau est très insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait. Et puis cette crise mondiale de l'eau, ben, finalement, on voit elle est sous-jacente aujourd'hui dans de nombreuses parties du monde. On sent qu'il y a d'énormes problèmes liés au changement climatique en particulier, mais pas seulement. Et on comprend l'importance du sujet. Alors, il faut avoir présent à l'esprit finalement la réalité des enjeux liés à l'eau. Sur cette diapo, tout est mis en proportion. Et donc, vous voyez, vous avez donc la sphère terrestre, et puis vous avez une première sphère, la plus importante, qui représente toute l'eau qui est à la surface de la Terre. Donc toute l'eau, c'est-à-dire l'eau douce et l'eau salée. Alors, on est parfois étonné parce que je dis que c'est la planète bleue et que de l'eau, il y en a partout. Il y en a partout, mais sur une très faible épaisseur finalement. Je vous rappelle que les abysses les plus importants font à peu près 11 kilomètres simplement. C'est la fosse des Mariannes à l'est des Philippines. Le rayon terrestre, lui, il fait un peu plus de 5500 kilomètres. Donc on voit bien que c'est juste une très fine pellicule. Et donc voilà, par rapport au volume de la sphère terrestre, le volume de toute l'eau présente sur Terre est relativement modeste. Et puis à côté, vous avez plus petite sphère noire qui est l'eau douce, sous toutes ses formes. Déjà, vous voyez qu'on diminue grandement. Et puis vous avez un tout petit point en dessous de celle-ci. Eh bien, ça, c'est l'eau de surface qui est disponible, celle qu'on va pouvoir utiliser facilement parce qu'il ne sera pas compliqué d'aller la chercher. Cette eau de surface est celle qu'on va trouver dans les lacs, dans les rivières et dans les nappes, dans les aquifères qui sont facilement accessibles. Et cette différence, par exemple, elle est liée au fait que ben, on oublie très fréquemment que vous avez, par exemple, 60% de l'eau douce qui est stockée dans les glaces de l'Antarctique et qui correspond donc à un volume d'eau douce qui est inutilisable. Donc, vous voyez, on a ce tout petit point noir, c'est celui avec lequel toute l'humanité, dans son entièreté, doit se débrouiller au quotidien.
Là, ça n'est rien d'autre finalement que ce que je viens de vous dire, donc je vais passer là-dessus. Et plutôt m'attarder sur ce point-là, qui est le fait que on a une répartition géographique qui est très inégale en ce qui concerne les ressources en eau, et on voit bien que, eh bien, il y a aujourd'hui il y a 9 entre guillemets géants de l'eau qui se partagent 60% des ressources naturelles renouvelables en eau douce, hein. Le Brésil, la Russie, l'Indonésie, la Chine, Canada, États-Unis, Colombie, Pérou et Inde. Et ce qui est frappant, là-dedans et qui nous concerne, nous tous, c'est que vous n'avez aucun géant de l'eau en Europe occidentale ou sur le continent africain. Ce qui explique aussi certaines difficultés. Il faut savoir, par exemple, que les grands lacs américains, qui ont une superficie qui doit être au total de plus de 260 000 kilomètres carrés, ces grands lacs américains, le lac Michigan, le lac Erie, etc., ils représentent 21% de l'eau douce facilement accessible. Donc on comprend bien cette notion d'inégalité de la répartition des ressources en eau dans le monde. Et puis, vous avez deux choses qui sont extrêmement importantes. Alors, vous avez évidemment le changement climatique qui vient perturber le cycle hydrologique, qui l'accélère à travers le réchauffement et qui perturbe donc tout ce qu'on connaît ou ce qu'on connaissait en matière de régularité du cycle hydrologique. Mais vous avez d'autres éléments qui viennent perturber la question, le sujet des ressources en eau. Et vous avez deux points en particulier. D'abord, évidemment, la croissance démographique. En novembre 2022, la Terre comptait 8 milliards d'habitants et à l'horizon 2050, on sera pratiquement 10 milliards. C'est-à-dire qu'en l'espace de 30 ans, grosso modo, on va accroître la population de la planète de 2 milliards d'êtres humains. On va donc l'accroître de 25%. Et ça, c'est colossal parce que c'est des gens à qui qu'il va falloir nourrir, il va falloir leur permettre de boire une eau de qualité, il va falloir les vêtir, il va falloir les loger, ils vont travailler. Et tout ça va évidemment impacter notre consommation de ressources en eau. Et puis vous avez aussi quelque chose qui est extrêmement important, qui est une lame de fond et qui ne concerne pas uniquement les pays occidentaux, mais qui concerne la totalité, et je dirais même bien au contraire, et qui concerne la totalité de la planète, c'est l'urbanisation de nos sociétés. Et l'urbanisation de nos sociétés, elle pose deux types de problèmes. Lorsqu'il s'agit d'une urbanisation qui est liée à de la gentrification, donc on va avoir une augmentation mécanique de la consommation des ressources en eau, parce que le niveau de vie s'élève. Et puis lorsque vous avez une augmentation de cette population urbaine à travers une concentration d'habitats extrêmement précaires, l'autre problème qui se pose, ça n'est pas tant l'augmentation de la consommation que le fait que ce sont des gens qui ne vont avoir accès à aucune infrastructure susceptible de leur amener une eau de qualité et ensuite de procéder au traitement, à l'assainissement de cette ressource en eau. Donc, les enjeux sont extrêmement importants et ils sont, comment dire, positionnés dans un contexte qui est un contexte donc qui est qui subit de multiples contraintes, parmi lesquelles évidemment le changement climatique, mais et de manière très importante la croissance démographique et l'urbanisation qui modifient complètement nos modes de consommation de la ressource en eau. Alors, il y a des enjeux donc autour de ça qui sont multiples, qui sont variés et qui tous subissent ces pressions multiformes. On va en regarder un certain nombre et on va commencer par des enjeux dits environnementaux parce que très souvent finalement, ce sont ces enjeux-là auxquels on pense, je dirais, quasi spontanément. La question de l'environnement. Euh, et on va voir qu'il y en a de très nombreux autres et qu'il convient de leur accorder à eux aussi une importance considérable. Donc les enjeux environnementaux, finalement, on est capable de les caractériser de manière assez rapide et assez simple. Ce qu'on voit, c'est que la moitié des grands fleuves et des lacs mondiaux est polluée aujourd'hui. Près de deux tiers des zones humides ont disparu depuis le début du XXe siècle. Or, les zones humides, ce sont notamment
des réservoirs de biodiversité. Ce sont des zones qui vont servir de zones tampons. Ce sont des zones qui vont être des zones de filtration naturelle et d'assainissement de l'eau. Ce sont des zones qui vont ralentir les flux et qui vont donc permettre l'infiltration et la recharge des nappes. Donc, c'est juste inimaginable de penser que 2 tiers de ces zones ont pu disparaître depuis le début du XXe siècle compte tenu de leur utilité. On a également des chutes de taille de population d'espèces d'eau douce qui sont extrêmement importantes, hein, plus de 80% en l'espace de 50 ans. Et puis, et ça c'est une réalité qu'on observe partout sur la planète, on a de très nombreux aquifères qui sont surexploités et pollués. Et il faut jamais oublier que dans quand même la majorité des cas, ce sont les aquifères qui fournissent la ressource en eau que l'on va utiliser parce que elle nous offre théoriquement cette garantie d'avoir bénéficié de l'effet filtrant du sol. Et donc c'est a priori une ressource qui est de meilleure qualité que la ressource qui va s'écouler dans les cours d'eau qu'on peut aller chercher également, mais qui est généralement de moins bonne qualité. Vous avez aussi des enjeux qui sont des enjeux alimentaires. Et ça aussi, c'est une question qui est très importante parce que ça pose en particulier, évidemment, la question de l'irrigation. Alors, moi j'entends souvent des discours qui me semblent totalement hors sol, avec des gens qui vous expliquent que l'irrigation c'est pas possible, que l'agriculture consomme trop d'eau, etc. Il faudrait peut-être rappeler à ces gens que on ne fait rien, on produit rien, ni élevage ni agriculture sans eau, et que il s'agit sans doute d'essayer de réduire ou d'être en tout cas peut-être plus efficace, plus efficient dans notre consommation d'eau dédiée à l'agriculture, mais on ne pourra jamais se passer d'eau pour produire ce qui va nourrir la planète. Et il faut se souvenir également que donc d'ici à l'horizon 2050, nous allons avoir 2 milliards de gens en plus à nourrir sur cette planète. Donc à un moment donné, il faut, en matière de sécurité alimentaire, d'enjeux de sécurité alimentaire, en matière de production agricole, il faut, je crois, revenir à la raison et au pragmatisme et éviter ces discours totalement déconnectés de la réalité qu'on entend trop souvent. Vous avez à peu près 40% de l'alimentation mondiale qui est produite par des systèmes d'agriculture irriguée. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas juste une sorte d'épiphénomène, quelque chose qui n'aurait aucune importance. C'est 40% de l'alimentation mondiale. C'est presque la moitié de l'alimentation mondiale qui est produite par des systèmes d'agriculture irriguée. Et donc il faut avoir ça présent à l'esprit. Et alors évidemment, ça consomme de l'eau, bien sûr. Globalement, on estime que l'agriculture irriguée représente à peu près 70% des prélèvements mondiaux sur la ressource en eau. Alors c'est variable en fonction des endroits, des pays du monde, c'est variable en fonction des techniques qu'on va utiliser. Il y a des techniques qui sont des techniques très rudimentaires, qui vont être très consommatrices pour un rendement très faible. Et vous commencez à avoir dans un certain nombre d'endroits des systèmes, notamment basés sur l'utilisation de solutions numériques qui vont permettre d'être très efficaces et très efficients dans l'utilisation de la ressource. Donc l'objectif de toute façon, c'est mieux maîtriser et optimiser l'utilisation de la ressource disponible pour arriver à produire tout en étant le moins impactant possible sur la ressource en eau. Donc on a besoin des apports de la technologie, on a besoin également d'identifier des ressources alternatives. On travaille beaucoup, moi j'ai beaucoup d'équipes dans le centre UNESCO de Montpellier qui travaillent en particulier sur la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple. Vous avez des enjeux qui sont des enjeux sanitaires. Et c'est tout le paradoxe de l'eau finalement. Le paradoxe de l'eau, c'est l'eau, c'est vital. Hein, on en a un besoin qui est quotidien, mais c'est aussi parfois un vecteur de mort direct ou indirect, un vecteur de maladie à travers des contaminations qui peuvent être des contaminations chimiques, qui peuvent être des contaminations bactériennes, parasitaires. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de 2,5 millions personnes qui meurent chaque année
parce que l'eau qu'elles ont consommée est une eau de mauvaise qualité et qui va leur transmettre un certain nombre de maladies. Ça, c'est pour, je dirais, le rôle de vecteur direct. Et puis, vous avez un rôle qui est un rôle de vecteur indirect, comme on le voit parfois, ou comme on le connaît, pardon, lorsqu'on parle, par exemple, du paludisme, hein, puisque l'eau va servir dans le cycle de reproduction du moustique. Et donc, évidemment, l'eau joue là un rôle qui est un rôle indirect en matière de transmission de maladies. Mais c'est très important. Il faut se souvenir notamment que sur les 2 500 000, un peu plus de 2 500 000 morts par an liés à l'eau, vous avez 1 500 000 qui sont causés par des maladies diarrhéiques, donc liées à l'absorption d'une eau de mauvaise qualité. Et sur ces 1 500 000, vous avez 500 000 enfants de moins de 5 ans. Des enjeux qui sont des enjeux sociétaux également. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que nous ne sommes pas tous égaux au regard de l'eau. Euh, Vous avez là un certain nombre de chiffres. Je vais m'arrêter sur un chiffre qui est extrêmement important. C'est que dans 80% des cas, lorsque l'eau n'est pas disponible à domicile, ce sont les femmes et les filles qui vont chercher l'eau. Alors, quand on dit l'eau à domicile, dans le cadre, je dirais au sens des Nations Unies, ça veut dire que vous avez de l'eau accessible à 15 minutes à pied. Et donc, ça fait déjà 30 minutes à pied aller-retour. Si vous avez de l'eau à 10 minutes à pied, les Nations Unies considèrent que vous avez de l'eau facilement accessible, de l'eau dite à domicile. Mais donc souvent, il faut aller chercher cette eau loin, il faut peut-être parfois le faire plusieurs fois dans la journée, etc. Et puis c'est fatigant, voilà. Et donc dans 80% des cas, ce sont les femmes qui y vont et elles sont accompagnées de leurs filles. Et, euh, et quand les filles vont chercher de l'eau avec leur mère, elles vont pas à l'école. Et pendant ce temps-là, leurs frères vont à l'école. Et donc ça veut dire que l'eau devient un facteur de discrimination entre les garçons et les filles. Et que dans bon nombre de pays, finalement, du fait que l'eau ne soit pas facilement accessible, eh bien, on va instruire de manière différente deux types de citoyens, des garçons d'une part, des filles d'autre part. Et ça, enfin, faut reconnaître que c'est quand même difficilement acceptable. Et on a fait un décompte, et ce décompte, il montre que chaque jour, et j'insiste bien, chaque jour dans le monde, à travers cette collecte de l'eau qui est partagée par les femmes et les filles, eh bien, ce sont 200 millions d'heures de scolarité qui sont perdues pour les filles. Et donc, on imagine facilement l'impact que ça peut avoir au niveau sociétal. Juste, je vais pas dire pour l'anecdote, parce que c'est pas une anecdote, c'est dramatique d'imaginer que vous avez 3 milliards d'humains sur cette planète qui ne peuvent pas se laver les mains comme ils le voudraient et avec une eau de la qualité qui serait nécessaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est cette dimension sociétale, elle est absolument incontournable et elle ne touche pas juste un certain nombre de pays. Là, on parle de gens. Ici, c'est 3 milliards d'humains qui peuvent pas se laver les mains. C'est 4 milliards de personnes sans installation sanitaire. C'est 4 milliards de gens qui n'ont pas de service d'assainissement de qualité, etc. Donc, on comprend et en même temps, ça paraît assez logique puisque toutes nos sociétés humaines se sont construites autour de l'eau et de sa proximité, de sa disponibilité. Donc on comprend l'impact que ça peut avoir au niveau sociétal. Vous avez des enjeux qui sont des enjeux économiques et financiers également. Les inondations, c'est à peu près un tiers des catastrophes naturelles, un tiers des coûts liés à ces catastrophes, mais c'est 70% de la mortalité. Vous avez un marché mondial de l'eau et du traitement des eaux. Alors c'est difficile à estimer. Je pense qu'on est là plutôt sur une notion d'ordre de grandeur. C'est certainement pas le chiffre précis. C'est extrêmement difficile d'arriver comment dire, à évaluer de manière très précise le marché mondial de l'eau et du traitement des eaux usées. Mais on voit que en 2024, ce marché était estimé à 400 milliards de dollars. Alors, il y a des marchés qui sont beaucoup plus importants que ça, hein. Il y a tout un tas évidemment, dès lors qu'on va être dans de la technologie, dans l'industrie, etc., des marchés à la surface de la planète qui vont être beaucoup plus importants que celui-là. Mais quand même, on voit bien que 400 milliards de dollars, ça n'est pas négligeable.
Et pourtant, on est avec des niveaux d'investissement actuels qui sont relativement faibles. Vous voyez, on est entre 100 et 150 milliards de dollars par an dans le domaine de l'eau qui sont investis. Et si on voulait, euh, comment dire, financer tous les besoins qui existent aujourd'hui à la surface de la planète, donc un accès à une eau de qualité pour l'ensemble des humains, à des services d'assainissement, etc. Il faudrait pouvoir investir entre 300 et 500 milliards de dollars chaque année pendant à minima, je dis bien à minima, les 15 prochaines années. Donc on voit que le marché est un marché qui est relativement important, mais qu'en matière d'investissement aujourd'hui, on est très loin du compte. Donc, et on a beaucoup de mal à mobiliser des fonds. Et c'est ce que disait Monsieur Matsuura. Donc, je vous rappelle ce que je citais au tout début de ma présentation. Il expliquait qu'il y avait donc un sous-financement, un financement insuffisant et que c'était chronique et qu'on n'y arrivait pas et on n'arrivait pas à mobiliser les financements nécessaires. Et puis vous avez des enjeux qui sont des enjeux politiques et géopolitiques. Vous avez près de 2 tiers des grands fleuves ou des aquifères qui sont transfrontaliers, donc qui vont être partagés par plusieurs pays qui vont avoir besoin de cette ressource en eau. Et les Nations Unies ont identifié 400 rivières ou aquifères transfrontaliers qui peuvent constituer un enjeu conflictuel dans un avenir proche. Donc là, on n'est pas juste sur du partage, on est sur du partage qui peut dégénérer et qui peut donner lieu, naissance à des conflits. Euh, Il y en a évidemment un certain nombre. Là, vous en avez quelques-uns sur cette carte. Vous en avez à différents endroits. Vous avez le bassin du Jourdain, ça c'est pas nouveau. Vous avez le bassin du Tigre et de l'Euphrate. Il faut savoir par exemple que la Turquie n'accorde pas beaucoup d'importance aux besoins de ses voisins qui sont en aval, la Syrie et l'Irak, et développe à peu près comme elle le souhaite sa politique de barrage en amont du Tigre et de l'Euphrate. Vous avez également, par exemple, qui est en train d'émerger, le fait que la Chine a décidé de construire un barrage gigantesque sur le Brahmapoutre, un barrage qui va faire plus de 60 gigawatts, c'est-à-dire 3 fois le barrage des Trois Gorges, qui était déjà le plus important au monde. Et donc, il va y avoir sans aucun doute un impact en aval pour l'Inde et pour le Pakistan, pour le Bangladesh. Donc, il va y avoir des répercussions. Donc là, on est sur des zones qui sont extrêmement sensibles. Et puis, il y a, par exemple, sur le continent africain, le cas du Nil bleu. Euh, alors, on connaît l'importance du Nil pour l'Égypte. Quand vous survolez, moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire, vous survolez l'Égypte en avion, vous volez au-dessus du Nil et vous voyez le Nil qui trace son chemin. Et puis de part et d'autre, grosso modo, c'est du désert, il n'y a rien. Donc on comprend rapidement l'importance de l'eau du Nil pour l'Égypte, pour l'économie égyptienne. Et d'ailleurs, il faut savoir que vous avez à peu près simplement 3% de l'eau du Nil qui va se jeter directement en Méditerranée. Tout le reste est à un moment donné prélevé ou consommé. Et puis, ben, les Éthiopiens, ils ont le Nil bleu qui passe chez eux et ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'eau pour produire de l'hydroélectricité et pour produire également, pardon, pour l'irrigation. Et donc, ils ont construit, et le barrage a commencé à être mis en eau, le barrage dit de la grande renaissance éthiopienne sur le Nil bleu, donc à la frontière avec le Soudan. Alors, c'est pas un petit barrage, c'est un barrage qui fait 50 milliards de mètres cubes d'eau. 50 milliards, c'est colossal. Euh, j'ai un exemple, alors je sais pas s'il parlera à tout le monde, mais je sais pas si vous connaissez le fleuve, le Rhône en France, qui descend des Alpes, qui est un fleuve extrêmement puissant, avec un débit colossal. Pour remplir le barrage de la Grande Renaissance, il faudrait laisser couler dans ce barrage-là le fleuve Rhône pendant 1 an. Voilà. Donc on imagine les volumes que ça peut représenter, 50 milliards de mètres cubes. Et on imagine aussi que, évidemment, les Égyptiens ont très mal pris ce projet de construction, considérant que ça allait probablement impacter
le Nil en aval et que ça allait évidemment venir impacter le barrage d'Assouan, qui est ce grand réservoir en Égypte qui régule les crues du Nil et qui permet à l'Égypte de disposer d'une ressource en continu. Et on comprend bien là tous les enjeux liés à l'eau à travers un exemple comme celui-là, et on comprend bien tout ce qui peut être ensuite crispations qui peuvent dégénérer en conflit. Les Égyptiens ont expliqué qu'ils seraient extrêmement vigilants quant à l'impact que pourrait avoir ce barrage et que donc ils ne s'interdisaient rien. Voilà. On comprend ça. Et puis parfois, il y a aussi des choses qui fonctionnent très bien autour de l'eau et qui en font un vecteur de discussion plutôt qu'un vecteur de conflit. Euh, Ici, j'ai mentionné deux types de fonctionnement qui visent à la même chose, c'est-à-dire à partager une capacité à discuter autour des questions liées à l'eau. Et vous voyez, vous avez l'autorité du bassin du Niger, et donc tout qui rassemble, qui met autour de la table tous les pays qui sont concernés par le Niger ou ses affluents. Et puis vous avez la même chose pour l'OMVS. Il y a eu, à la fin des années 80, il y a eu une guerre entre la Mauritanie et le Sénégal. Alors, ça n'était pas uniquement lié à la disponibilité de l'eau du fleuve Sénégal, mais ça y contribuait en tout cas. Et est arrivé un moment où finalement les pays riverains, que ce soit la Guinée, le Mali, la Mauritanie ou le Sénégal, se sont dit qu'il valait sans doute mieux essayer de discuter, de s'entendre pour quelque chose qui était aussi vital pour les uns et pour les autres, plutôt que de se faire la guerre. Donc ces pays sont pas aujourd'hui les meilleurs amis du monde, mais en tout cas ils sont devenus un petit peu plus raisonnables qu'ils ne l'ont été par le passé en ce qui concerne le partage de cette ressource absolument essentielle, et c'est l'objectif de l'OMVS. Vous voyez donc, les enjeux sont vraiment très diversifiés, très importants. Alors, il faut mettre en face des éléments de réponse, évidemment. Alors, vous avez au niveau des Nations Unies les objectifs de développement durable, qui sont un élément d'une stratégie et un élément d'une gouvernance, d'une certaine manière, qui se situe à un niveau mondial et qui doit permettre, et d'ailleurs ça fonctionne à peu près, ça diffuse, ça sensibilise. Maintenant, il faut être clair, aucun des objectifs du développement durable ne sera atteint à l'horizon 2030. Nous sommes en 2026, c'est dans 4 ans, les retards sont partout, mais pour autant, ça a permis une mobilisation, et ne serait-ce qu'à ce niveau-là, mobilisation, sensibilisation, eh bien, je pense que c'était nécessaire et que il faudra continuer évidemment, mais l'objectif qui était de sensibiliser et de mobiliser reste vrai malgré tout, même si pour l'instant ça reste insuffisant. Je passe là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Juste pour vous dire un tout petit mot sur la manière dont, précisément en France, par exemple, on s'est organisé par rapport à ces objectifs et par rapport aux situations de sécheresse qu'on a pu connaître au début des années 2020. En fait, on a mis en place un plan, le plan national pour l'eau, qui contient 53 mesures, donc qui est un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Et ça, c'est important parce que finalement, il est souvent nécessaire, pardon, euh, comme par exemple avec les objectifs du développement durable, qu'il y ait un signal qui vienne de l'État et qui est quelque chose qui puisse ensuite être repris, qui va diffuser, qui va être repris, qui va être adapté, etc. Et il n'y a rien d'original dans ce plan, mais il a envoyé d'une certaine manière un signal pour que un certain nombre de choses se mettent en œuvre. Il a des objectifs qui sont assez clairs. Réduire de 10% les prélèvements, hein, donc pour faire face au côté un peu plus erratique des précipitations et à l'augmentation des températures. Il travaille sur la disponibilité, notamment la réduction des fuites dans les réseaux d'adduction d'eau. Il travaille aussi sur la réutilisation des eaux usées traitées. Il travaille beaucoup sur la qualité, donc à travers la prévention de la pollution, et puis il met en place des moyens de gouvernance, etc. Et il essaie de travailler sur les crises qui sont, notamment aujourd'hui, tout ce qui relève de la sécheresse, qui est devenue sans doute, en tout cas en France, c'est comme ça, notamment dans tout le sud de la France, qui est devenu le principal risque auquel nous avons à faire face désormais. Alors, quelques éléments pour, je regarde l'heure, quelques éléments pour
essayer de réfléchir à travers tout ça. Euh, Si on essaie de prendre un petit peu de hauteur, ce qu'on voit, c'est que la question des ressources en eau, finalement, elle met en avant des sujets clés. On l'a vu, ils sont là, la place des femmes, la participation de la population, l'amélioration de la santé, les questions d'environnement, de gouvernance, les conflits à prévenir, etc. Et donc on voit bien que l'eau est tellement transversale, tellement présente dans toutes nos activités, dans toutes nos sociétés humaines, que évidemment on va la retrouver à tous les niveaux. Et si on regarde un petit peu les choses, donc on constate que la question de l'eau, à travers ce qu'elle représente, ce qu'elle porte, ce qu'elle implique, ce en quoi elle nous oblige, la question de l'eau est un des éléments centraux des courants qui structurent notre civilisation. Les questions de démocratisation, d'organisation de la société civile, de développement durable, de lutte contre la pauvreté, et évidemment la question sur les biens publics mondiaux et leur utilisation. C'est un sujet qui est difficile parce que l'eau se définit d'abord par sa transversalité et son absolue nécessité pour nos sociétés humaines. Il ne peut pas y avoir de société humaine qui se développe sans eau. C'est impossible. Alors parfois elle est rare et il faut s'y adapter, mais sans eau, c'est impossible. Et donc cette transversalité, cette complexité, elle multiplie à l'infini finalement le nombre d'acteurs qu'il convient d'intégrer dans tous les raisonnements qui en découlent. Et on a vu aussi que tout ça relevait d'un contexte général qui était très compliqué. Alors, quelques éléments de réflexion que je vous soumets autour de tous ces enjeux-là. Euh, dans chacun des aspects de notre vie et de nos activités, partout dans le monde, alors de manière différente, il y a des endroits où il y aura trop d'eau, il y a des endroits où il n'y en a pas assez, il y a des endroits où il y a de l'eau, mais on ne peut pas la consommer parce que de manière artificielle ou de manière naturelle, elle est polluée. Mais partout dans le monde, l'eau est nécessaire, utile, indispensable, incontournable. Et puis, ce qui est important, c'est de bien mesurer la transversalité, la diversité et la complexité qui s'imposent dès lors qu'on cherche à comprendre quels sont sa place et son rôle absolument essentiel dans nos sociétés. Ces trois éléments-là, transversalité, diversité, complexité, on doit les avoir à l'esprit quand on raisonne sur des questions liées à l'eau. Et donc, depuis toujours, compte tenu de cette nécessité absolue, eh bien, les hommes, les humains se sont efforcés de maîtriser, de canaliser et d'utiliser l'eau. Et, euh, et ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que pour y arriver, eh bien, l'eau nous a obligés, nous a contraints à développer d'incroyables trésors d'ingéniosité. Parfois, on voit des ouvrages qui ont été construits, il y a, qui ont été construits, qui sont absolument incroyables quand on essaye d'imaginer à quelle période ils ont été construits et quels étaient les moyens dont les hommes disposaient à l'époque pour construire ces ouvrages-là. Donc, d'incroyables trésors d'ingéniosité et l'eau, ça contribue à faire en sorte que l'humanité parfois se révèle à elle-même. Ça oblige à vouloir se dépasser en permanence et ça oblige à ne jamais renoncer parce que le besoin est vital. Donc, au regard de la ressource en eau, finalement, l'avenir, on le sait, s'annonce plus compliqué que le présent, compte tenu du dérèglement du cycle hydrologique. Mais il faut le vivre et le prendre comme une stimulation, une incitation supplémentaire pour faire face aux défis et en aucun cas renoncer. Il faut être lucide sur les difficultés, mais cette lucidité, elle doit pas nous conduire à renoncer. Au contraire, elle doit nous impliquer, elle doit impliquer de notre part une volonté d'agir, une capacité d'action. Et donc, on doit effectivement pouvoir se positionner de cette manière-là. Donc, il faut être lucide, il faut en tirer un certain nombre de conclusions, en tirer un certain nombre d'enseignements et se concentrer sur l'action qu'il est nécessaire de mener. Il faut avoir présent à l'esprit que, contrairement à ce qu'on voit maintenant donc dans certains endroits dans le monde, l'eau est une cause noble, c'est une cause qui ne peut pas diviser, c'est une cause qui doit faire en sorte que on s'écoute les uns les autres, qu'on accepte les besoins des autres et qu'on arrive à trouver des compromis. L'eau, c'est quelque chose qui doit rassembler, en aucun cas qui doit diviser. Donc il faut être lucide, ce qui obligera à mettre en œuvre réflexion, analyse, travail, ingéniosité, intelligence collective
volonté, progrès, adaptation, etc. Il faut être lucide parce qu'il faut qu'on change notre regard sur l'eau. Ça n'est plus quelque chose de naturellement acquis dans tellement d'endroits dans le monde. Euh, et il faut donc lui redonner sa place, la désinvisibiliser de tous nos raisonnements. Et puis il faut être déterminé parce que finalement, on connaît les changements qu'il faut mettre en œuvre, on connaît les solutions à déployer. Elles sont technologiques, évidemment, scientifiques, technologiques, mais elles ne sont pas que technologiques, loin de là. Il faut travailler sur les aspects politiques, sur les aspects réglementaires, sur les aspects culturels et sur les aspects sociaux, bien évidemment. Donc, et je conclurai avec cette diapositive-là, euh, il faut avoir présent à l'esprit que on a affaire donc à des problèmes qui sont à haut niveau de complexité et que les problèmes à haut niveau de complexité ont finalement rarement des solutions simples. Et donc, il faut absolument faire preuve d'intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle doit nous conduire à associer un certain nombre de points que j'ai mentionnés ici. D'abord, un changement de culture. Alors, vous me direz, il y a plein d'endroits dans le monde où on connaît la valeur de l'eau. Moi, j'ai eu la chance de vivre, de grandir et de vivre dans les pays sahéliens. Dans les pays sahéliens, effectivement, la question de la valeur de l'eau n'est pas une question qu'on pose en se demandant si vraiment ça a de la valeur. C'est la quête de l'eau est un quotidien qui est parfois difficile. Et quand la pluie arrive fin mai, début juin, eh bien, on sent on sent la joie, on sent le soulagement d'une certaine manière. Donc, mais à l'inverse, il y a plein d'endroits, notamment dans les pays dits développés, occidentaux, etc., dans lesquels l'eau avait perdu toute sa place. On l'avait totalement invisibilisée, alors que c'est absolument essentiel. Donc, changement de culture, redonner sa place à l'eau. Il faut maximiser l'efficacité et l'efficience dans toute l'utilisation de la ressource en eau. Aucune goutte d'eau ne doit être perdue. Chaque goutte d'eau doit pouvoir donner tout ce qu'elle a à donner. Elle doit être utilisée le mieux et le plus possible. Il faut promouvoir le dialogue entre les usages compétitifs. Quand on est dans un contexte qui se tend, eh bien, il faut essayer au contraire, de développer le dialogue parce que les usages vont devenir de plus en plus concurrentiels les uns avec les autres. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que les gens se parlent et que donc ils arrivent à mettre en œuvre des solutions communes et partagées. Et il faut de toute façon aborder les sujets liés à l'eau dans leurs trois dimensions qui sont, de mon point de vue, indissociablement liées. Trop souvent, on va mettre en avant la dimension environnementale ou la dimension économique. Et en fait, on ne peut pas résoudre le problème de manière convenable et de manière adaptée si on ne prend pas en compte en même temps, simultanément, les questions environnementales, les questions économiques et les questions sociales. Et puis, parce que je suis un scientifique, évidemment, l'apport de la science et de la technologie, c'est absolument essentiel. Alain Aspect, qui est un prix Nobel de physique, disait, parce que trop souvent aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la science est attaquée, il disait, nous ne réglerons pas les problèmes de la planète contre la science, mais avec elle. Et moi, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que même si ça ne résoudra pas tout, compte tenu par exemple des points qui précèdent sur cette diapositive, eh bien nous ne réglerons pas les problèmes de l'eau contre la science, mais avec elle. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je fais un petit coup de projecteur sur le livre que j'ai sorti au mois de septembre et qui reprend un certain nombre des éléments que je viens de mentionner. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Eric. C'était fascinant. Je suis sûr que ça complétera parfaitement la réflexion de nos participants après les webinaires qu'on avait déjà eus sur les politiques nutritionnelles, sur également la conservation de la biodiversité. Donc, un nouveau thème qu'on aborde aujourd'hui et qui, je suis sûr, créera des passerelles entre tout ça en termes d'interdisciplinarité. Je me tourne à présent du coup vers nos participants. Vous avez comme à l'habitude le petit bouton QR en bas pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Je vais commencer. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées dans le chat. On a une première question. Quel genre d'activité mène justement le centre UNESCO par rapport aux activités des institutions et centres de recherche qui le composent?
Alors en fait, l'objectif du centre UNESCO, c'est de promouvoir la et l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire en sorte que, vous savez, les scientifiques sont parfois un petit peu obnubilés par leur propre thématique et leur propre domaine d'activité, et ils vont avoir un petit peu de mal à aller travailler avec des gens qui relèvent de domaines très très différents. Euh, on ne fait pas travailler tous les jours un numéricien, un modélisateur avec un sociologue ou un anthropologue. Et nous, notre objectif, c'est précisément de montrer que la question de l'eau est une question qui est tellement transversale que si on veut l'aborder de manière adéquate et de manière, je dirais, la plus complète possible, il faut justement arriver à faire en sorte que chacun puisse amener ses compétences à des problèmes qui sont aujourd'hui des problèmes complexes. Et donc, l'idée, c'est précisément donc de d'apporter cette valeur ajoutée. Et par exemple, tous les financements de projets que nous avons sont des projets qui vont s'inscrire uniquement dans un contexte de et d'interdisciplinarité. On ne financera aucun projet, par exemple, dans lequel on ne va faire que de l'hydrologie numérique modélisatrice. On ne va financer aucun projet qui va s'intéresser uniquement à l'économie de l'eau et qui ne ferait donc travailler que des économistes ensemble. Ça, je dirais, dans les laboratoires eux-mêmes, ils savent le faire. Nous, notre objectif, c'est donc de dire, eh ben, écoutez, il y a des projets qui nous semblent intéressants. Et par exemple, j'ai un exemple, on a financé récemment en Mauritanie un projet dans lequel on avait des hydrogéologues, des sociologues, des économistes et des anthropologues. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche qui soit transversale et qui intègre l'ensemble des dimensions d'un sujet lié à l'eau. Merci beaucoup. Question suivante à présent. Pour tout, alors on s'intéresse du coup aux enjeux politiques. Où se situe la légitimité d'un pays de disposer de ses ressources? Quels sont les recours en cas de conflit? Avec un exemple, l'Égypte peut-elle par exemple interdire à l'Éthiopie de construire un barrage? Non, elle peut pas. Elle peut pas. Il y a rien dans le droit international qui lui permettrait de le faire. Et souvent, d'ailleurs, les pays qui sont en amont ont bien compris qu'il y avait rien qui pouvait leur interdire. Donc, il faut ensuite, je dirais que c'est basé à un moment donné sur la capacité de dialogue et la volonté finalement d'être plutôt dans un système qui fonctionnerait sur un mode apaisé que sur un mode conflictuel. Rien n'interdit aux Éthiopiens de construire le barrage de la Renaissance. Et voilà, rien n'interdit aux Turcs de construire des barrages assez nombreux, très en amont sur le Tigre et l'Euphrate, et qui vont impacter la ressource qui sera disponible en Syrie et en Irak. Et donc, il faut simplement qu'à un moment donné, eh bien, les États riverains décident qu'ils ont comment dire, euh, une richesse commune et que cette richesse commune, il faut avoir la sagesse de l'utiliser pour le bien de tous plutôt que d'en faire une source de conflit. Et, euh, et c'est ce c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, par exemple, avec l'autorité du bassin du Niger, qui existe de mémoire depuis les années 60, fin des années 60, je crois. Alors là aussi, parfois, il y a eu des conflits entre les pays, mais la question de l'eau est une question qui donne lieu à des discussions et à des partages. Donc sur, par exemple, quand il va s'agir de mettre en place des nouveaux périmètres d'irrigation ou de construire des barrages, eh bien, ce sont des décisions qui sont prises après discussion. Idem pour l'OMVS, au point que, alors ça n'a pas fonctionné, mais au point qu'il s'était monté un comité international pour promouvoir la candidature de l'OMVS au prix Nobel de la paix. Voilà, considérant que donc cette capacité qu'avaient développé les quatre pays riverains du Sénégal à discuter entre eux, eh bien, c'était quelque chose d'absolument essentiel et qu'il s'agissait de le reproduire. Mais il n'y a rien dans le droit international. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Je passe à la question suivante, qui j'imagine nous vient d'un ou une doctorante. Dans une logique de continuité après le doctorat, comment les jeunes chercheurs malgaches peuvent-ils structurer des projets liés à l'eau suffisamment solides pour mobiliser des financements, tout en répondant du coup aux enjeux à la fois nationaux et aussi aux priorités des bailleurs? Alors, bonne question, d'autant plus Question difficile complexe. pour moi que je suis pas un spécialiste de ce qui se passe à Madagascar, évidemment, mais
Tout dépend de la nature des projets. Si ce sont des projets de recherche, j'imagine que comme chez nous, il va falloir trouver un accueil dans un laboratoire, dans un système universitaire ou dans un système d'organisme de recherche. Parce que sans ça, c'est quand même assez compliqué. Après, si c'est mettre en place finalement des projets qui soient pas forcément des projets de recherche, mais plutôt des projets appliqués ou finalisés dans lesquels les compétences acquises à travers, par exemple, un doctorat, vont pouvoir être mises en œuvre. Là, il y a peut-être des acteurs privés. Moi, c'est ce que je vois. On a un certain nombre de doctorants dans nos laboratoires qui ensuite vont exercer dans le privé sous différentes formes. Ça peut être des grandes entreprises qui font tout ce qui est service autour de l'eau, hein, les grands champions internationaux comme Veolia, Suez, par exemple, mais aussi chez des aménageurs. Des entreprises chez nous comme Baron Languedoc, BRL, qui travaillent d'ailleurs à l'international aussi, qui là s'appelle BRL-I, BRL Ingénierie, qui sont des entreprises qui aujourd'hui ont compris que potentiellement pouvoir travailler en s'appuyant sur des gens qui ont acquis une vraie spécialité dans un domaine à travers un doctorat, eh bien c'est quelque chose qui est important. Et ces entreprises, de plus en plus souvent, travaillent aujourd'hui avec des acteurs locaux et avec des entreprises locales. Donc je pense que c'est ça qu'il faut arriver à explorer, mais j'ai pas de solution miracle, malheureusement. Naturellement. C'est vrai que c'était une question assez complexe. Une autre, d'ailleurs, qui arrive tout de suite, en tant que chercheur, comment convaincre les décideurs et les gouvernements de prendre leurs responsabilités dans cette gestion de la ressource et de soutenir aussi des actions. J'imagine que du coup, la question porte notamment sur des financements ou des investissements. Alors c'est toujours compliqué. C'est Mm. toujours compliqué parce que pour faire simple et être un peu caricatural, c'est vrai que quand on va discuter avec les politiques, les décideurs, c'est jamais le bon moment. Donc à partir de là, c'est effectivement pas très simple. Comment est-ce qu'on peut arriver à leur Hmm. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que alors la région que je connais le mieux, c'est la mienne, donc en France et dans le sud de la France. Il a fallu malheureusement, qu'on se fracasse sur le mur ou contre le mur de quelques étés vraiment secs qui ont posé de sérieux problèmes pour que enfin la question de l'eau remonte à la surface. Et qu'aujourd'hui, quand on discute, quand on dit les choses, on nous écoute. Après, ce que je crois, c'est que il faut pas avoir peur d'aller discuter avec les décideurs politiques. Il faut être capable, mais il faut avoir un discours argumenté et un discours qui soit pas un discours, comment dire, excessif. Il faut avoir conscience du fait que il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui vont être des contraintes financières. Il y a des contraintes qui vont être des contraintes liées à l'acceptabilité par les populations elles-mêmes. Il y a des contraintes de production, etc. Donc il faut intégrer ça, je dirais, dans le travail du chercheur lui-même, parce que si vous arrivez avec un discours qui est un discours absolutiste, euh, personne ne vous écoutera. Si vous faites preuve d'une certaine compréhension au pragmatisme et à la réalité des enjeux, des conditions dans lesquelles les mettre en œuvre, etc., vous aurez à ce moment-là une oreille peut-être plus attentive. Il faut de la modération dans le discours, mais en revanche, il faut garder une ligne qui est une ligne euh, bien définie, qui ne peut pas, par exemple, comment dire, qui par exemple, ne peut pas avoir de complaisance sur la surexploitation de la ressource. On peut comprendre un certain nombre de besoins, encore une fois, liés à la complexité du monde, des sociétés dans lesquelles nous vivons, des besoins des uns et des autres, des usages concurrentiels, mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas revenir. La surexploitation d'une nappe, par exemple, parce que ça veut dire que de toute façon, le projet serait un projet à court terme et condamné rapidement. Donc il y a un certain nombre voilà, il faut trouver ce juste équilibre pour que vous paraissiez être un interlocuteur crédible parce que pragmatique. Donc il faut trouver cet équilibre-là entre la réalité des choses et l'absolu qui serait l'idéal peut-être, quoique j'ai du mal à considérer qu'un absolu puisse être un idéal.
Merci beaucoup, Eric. Question suivante un peu double qui nous demande comment collaborez-vous? Alors, j'imagine que le vous, c'est le centre UNESCO, avec les pays en développement, notamment sur la recherche et la formation des jeunes. Et est-ce qu'il y a des thématiques de recherche que vous encouragez ou en tout cas que vous recommanderiez pour les jeunes chercheurs qui souhaitent s'attaquer à ces enjeux de développement, de changement climatique et de gestion de la ressource en eau? Alors, nous, en fait, on travaille avec, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc l'UNESCO nous a demandé de mettre en avant le bassin méditerranéen, le continent africain. Et donc, ce qu'on fait, c'est que euh, on- le centre ne finance de projets que s'ils sont construits en partenariat avec des équipes, des universités ou des centres de recherche des pays du Sud avec lesquels on pourrait travailler. Donc il n'y a pas par exemple, de projet de recherche que le centre de Montpellier financerait s'il ne concernait que des équipes localisées à Montpellier. Donc tout se construit en partenariat avec des scientifiques du Sud. Voilà, parce que sans ça, on considère qu'on n'est pas dans une approche qui est une approche qui serait l'approche de l'UNESCO. L'approche de l'UNESCO, elle est là pour promouvoir à la fois le capacity building, d'une part, mais aussi le partenariat entre le Nord et le Sud. Donc, toutes nos démarches se font sur cette base-là. Et ensuite, incontestablement aujourd'hui, en tout cas nous, ce qu'on fait, vous l'aurez sans doute compris à la fois à travers ce que j'ai présenté et ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, les enjeux de l'eau, les problématiques liées à l'eau sont des problématiques complexes et pluridisciplinaires. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la grande question, les grands sujets, ce sont les sujets de gestion intégrée de la ressource. Parce que à un moment, quand on arrive dans euh, avec des usages qui deviennent concurrentiels les uns avec les autres, il faut être capable de pouvoir les traiter tous ensemble. Et donc, il faut avoir cette approche intégrée. Si on n'a pas cette approche intégrée, on va passer à côté et on va privilégier un secteur par rapport à d'autres et on va rater la cible qu'on se fixe, qui est de faire en sorte que l'eau soit pas un objet de tension, mais que l'eau soit toujours un objet de construction, de développement, de production et de richesse économique. Donc, il faut travailler dans cette optique-là. Et je crois qu'aujourd'hui, véritablement, tout ce qui relève de la gestion intégrée de la ressource en eau, c'est sous contrainte. Et l'intégration de ces contraintes dans cette gestion, c'est indiscutablement les grands enjeux de demain en matière de ressources en eau. Très bien. On a plusieurs questions qui touchent, je vais essayer de les regrouper en une seule, mais qui touchent à la corrélation entre du coup la gestion de l'eau et le changement climatique. Donc notamment comment concilier les deux, comment concilier adaptation climatique et gestion durable de l'eau. Est-ce qu'il est possible d'expliciter les enjeux de la gestion de l'eau face au changement climatique? Donc voilà, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ce point? Oui, alors là, on est sur un point très particulier qui est que, effectivement, le changement climatique, globalement, il modifie le cycle hydrologique. Et donc, en modifiant le cycle hydrologique, il va perturber les équilibres auxquels nous étions habitués jusqu'à présent. Euh, il va accélérer, en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est une accélération du cycle hydrologique parce que la température est plus élevée. Donc, vous allez avoir en particulier l'évaporation, la transpiration des plantes qui va augmenter. D'une part, et puis vous allez également, à travers cette augmentation de l'évaporation, la transpiration des plantes, vous allez avoir un assèchement des sols. Et donc vous allez perturber les capacités de production agricole d'une manière très directe. Et puis vous allez aussi avoir une augmentation de vapeur d'eau produite. Il faut savoir que si l'atmosphère a 1 degré de plus, elle est capable de stocker 7% de vapeur d'eau supplémentaire. Donc cette accélération, ce réchauffement va se traduire par une capacité de l'atmosphère à stocker plus d'eau. Et si cette eau-là est stockée, elle va pas être à nouveau précipitée. Et donc vous allez réduire les précipitations. Donc toute la problématique, elle est là, c'est-à-dire que le cycle se perturbe à la fois parce que ça va plus vite, parce que ça évapore et que ça transpire plus que ça ne le faisait, ça assèche les sols,
et puis vous allez stocker plus de vapeur d'eau, et donc vous allez avoir moins de précipitations. Et à l'inverse, ce qui va se passer, c'est que votre vos cette vapeur d'eau, elle va se précipiter dans des cas très particuliers. Et elle va venir donc abonder des événements qui vont être plus abondants, plus violents, plus intenses. Donc on perturbe complètement le régime des précipitations de la même manière. Et donc on va perturber la manière dont l'eau va être disponible, dont elle va s'infiltrer, venir recharger les nappes, etc. Et cette perturbation du cycle hydrologique qui est liée au changement climatique, elle perturbe toute notre relation à la ressource en eau telle qu'on avait pu la construire jusqu'à présent. Parfait, merci Eric. On va prendre encore, je pense, une ou deux questions, puisqu'il y en a pas mal qui arrivent, donc c'est bien, tout le monde est très intéressé par cette thématique. On nous demande, est-ce qu'il y a des politiques ou conventions mises en place pour la préservation de l'eau ou son utilisation? Je pense notamment que la question porte au niveau international, puisque la personne me parle notamment de l'exemple de la Chine que vous avez mentionné pendant votre présentation. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses qui régissent cette préservation, cette utilisation de la ressource? Alors, je dirais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le droit international ne prévoit rien à ce Mm. sujet. Le droit international est très en retard. Imaginez, par exemple, que le droit humain pardon, que l'accès à l'eau n'a été reconnu comme un droit humain par les Nations Unies qu'en 2010. Donc c'est hier. Voilà, c'est hier. Euh, et donc, il n'y a pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, ça va dépendre de la bonne volonté des uns et des autres. Puisque on le voit, vous avez donc l'exemple de la Turquie, vous avez l'exemple de l'Éthiopie, vous avez effectivement l'exemple de la Chine sur le Brahmapoutre, où là, il y en a qui décident et qui font, et les autres en aval se débrouillent. Mais vous avez ailleurs, et je trouve que c'est intéressant que ce soit le continent africain qu'on puisse, pour le coup, montrer en exemple dans certains cas. Vous avez des endroits où l'eau devient un enjeu de concertation. Et tout à l'heure, je parlais de l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, de l'OMVS pour la vallée du Sénégal, mais c'est vrai aussi, vous avez la CBLT, la Commission du bassin du lac Tchad, vous avez l'ABV, l'autorité du bassin des Volta. Et donc, vous voyez que quand, à un moment donné, vous avez des gens de bonne volonté, ils sont capables de se mettre autour de la table et de discuter autour d'un sujet qu'ils partagent, qui est une ressource en eau dans un bassin hydrographique. Mais il n'y a rien qui oblige et il n'y a rien qui empêche. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Et il faudrait sans doute que le droit international évolue, mais l'eau devient une ressource qui est tellement importante que beaucoup de gens freinent parce qu'ils ont la chance Mm. d'avoir cette capacité de mobilisation de la ressource et ils n'entendent pas qu'on leur limite cette capacité. Très bien, merci beaucoup. Je vais prendre du coup une dernière question où cette fois-ci on va s'intéresser un petit peu à la question de la gouvernance autour de l'eau. On nous demande si, d'après vous, la mise en place d'un ministère dédié à la question de l'eau et de ses enjeux permettrait-elle de vraiment appréhender la multidisciplinarité, pluridisciplinarité qui sont sollicitées par la ressource en eau et pour trouver des solutions. Est-ce qu'un ministère pourrait être une solution Alors, moi, je pense que de toute façon, on a besoin d'un ensemblier. On a besoin d'un ensemblier parce que précisément, il faut qu'à un moment donné, d'abord, je pense que dans quasiment tous les pays aujourd'hui, l'eau est devenue quelque chose de tellement important qu'il faut le rappeler à travers la mise en place, alors, secrétariat d'État, un ministère délégué, un ministère, etc. Pourquoi pas? Mais ça peut plus être l'objet d'une sous-direction dans un ministère. En France, par exemple, on a un ministère de la transition écologique dans lequel il y a une direction de la biodiversité et de l'eau. Et il n'y a pas une direction de l'eau. Voilà. Et c'est pas une direction de l'eau et de la biodiversité, c'est une direction de la biodiversité et de l'eau. Et en politique, la place des mots a toujours un sens. Et donc, je trouve ça regrettable, parce que derrière, ça veut dire qu'il faudrait mettre en place une espèce de délégué interministériel, etc., qui a des pouvoirs mais qui en a pas. Bref. Donc, je pense que oui, c'est important d'avoir une structure qui envoie le signal d'importance du sujet et qui envoie un signal qui est de je vais être l'ensemblier,
Je vais contacter les autres ministères concernés, l'industrie, l'agriculture, l'aménagement, etc., la transition environnementale et écologique, mais je serai l'ensemblier du système et toutes les problématiques liées à l'eau, je vais les centraliser. Et compte tenu de l'importance de l'eau dans nos sociétés et des menaces qui pèsent sur quelque chose d'aussi important que l'eau aujourd'hui à travers le monde, je pense que mettre en avant l'existence d'un ministère ou à minima d'un secrétariat d'État, je pense que c'est effectivement absolument essentiel. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces Avec réponses plaisir. qui éclaircissent pas mal de points et la présentation qui était vraiment fascinante. Il y a beaucoup de réactions dans ce sens dans le chat. Vous aurez, comme d'habitude, du coup, à la fin de ce webinaire, la petite enquête de satisfaction. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps d'y répondre. Ça nous donne vraiment des retours qui sont très intéressants pour nous. J'ai une dernière question pour conclure, Eric. On nous demande comment on peut se procurer votre livre. Alors, je ne sais pas s'il est disponible à Madagascar. Euh, Je sais qu'on le trouve sur certains sites en ligne, oui. comme Fnac.com ou même sur Amazon, je crois qu'il y est. Voilà, donc ça doit être accessible assez facilement. D'accord. Bon, si jamais pour les doctorants qui seront à l'école d'été, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous rencontrez des soucis pour faire livrer à Madagascar ou quoi, on pourra peut-être s'organiser pour que nous, on les reçoive et qu'on vous les ramène lorsqu'on viendra au mois de février. Tenez-moi au Euh, courant s'il y a des difficultés à ce niveau-là. Je peux toujours voir avec l'éditeur du livre après s'il y a quelque chose à faire. merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à Merci. nouveau, Eric, d'avoir accepté Avec notre plaisir. invitation. C'était vraiment un plaisir de vous avoir et de vous écouter sur cette thématique. Et puis pour nos participants, on se retrouve du coup la semaine prochaine, mardi matin à la même heure, à 11 heures pour vous, à Madagascar, pour plonger dans les coulisses d'une école d'été interdisciplinaire. Donc voilà, bah, je pense quelque chose qui va aussi être très intéressant. Et puis bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et Eric, merci encore à nouveau mille fois et merci à tous nos Merci. participants dans le public. Merci, au revoir et bonne journée. Bonne journée, au revoir tout le monde.